Un nouveau-né dans une écharpe porte-bébé, un tout petit savourant son chocolat préféré, des personnes prenant des médicaments pour de légères douleurs. Tous vivaient des moments anodins jusqu'à ce que des marques mondialement reconnues et dignes de confiance deviennent mortelles. Voici les histoires vraies et choquantes de familles ordinaires brisées à jamais par des produits en lesquels des millions de personnes font confiance sans imaginer le danger. En 1982, l'Amérique fut profondément secouée par une affaire terrifiante qui révéla une vulnérabilité inquiétante dans la vie quotidienne. Lorsque quelques citoyens ordinaires cherchèrent à soulager leurs maux, tout se termina dans une tragédie inimaginable. Ils avaient fait confiance à ce qu'ils pensaient être des médicaments, mais ce qu'ils avalèrent fut la mort. Les victimes étaient des gens ordinaires, avec leur vie, leurs rêves et leurs familles, vivant dans la région métropolitaine de Chicago. Parmi elles se trouvait Mary Kellerman, 12 ans, une jeune fille d'Elk Grove Village dont les parents lui avaient donné une capsule de Tylenol Extra Strength pour soulager un mal de gorge et un nez qui coule le matin du 29 septembre 1982. Il y avait aussi Adam Janus, 27 ans, d'Arlington Heights, un homme travailleur qui, comme beaucoup d'autres, prit du Tylenol pour un léger mal. Parmi les victimes se trouvait également Stanley Janus, 25 ans, frère d'Adam, et sa femme Teresa, 20 ans. La tragédie frappa encore plus loin, emportant Mary McFarland, 31 ans, Paula Prince, hôtesse de l'air de 35 ans, et Mary Reiner, 27 ans. L'horreur commença le 28 septembre 1982 lorsque Mary Kellerman prit une capsule de Tylenol à la maison. Peu après, elle fut hospitalisée, mais malgré les efforts du personnel médical, elle mourut le lendemain. Sa mort sembla d'abord soudaine et mystérieuse, mais ce n'était que le début. Le 29 septembre, seulement un jour plus tard, Adam Janus, cherchant à soulager une douleur thoracique, consomma une capsule de Tylenol provenant d'un flacon récemment acheté. Peu après, il s'effondra et mourut. Dans un enchaînement tragique inimaginable, son frère Stanley et sa belle-sœur Teresa, affligés de chagrin et rassemblés chez Adam, prirent chacun une capsule du même flacon. Tous deux s'effondrèrent et moururent en quelques minutes, victimes du même tueur invisible. Dans d'autres quartiers de Chicago, Mary McFarland, jeune mère, mourut après avoir pris du Tylenol au travail. Paula Prince, de retour d'un vol, prit une capsule dans l'intimité de son appartement et ne se réveilla jamais. Mary Reiner, jeune mère en convalescence après l'accouchement, prit également du Tylenol et subit le même sort tragique. Alors que les décès soudains et inexpliqués s'accumulaient dans la même zone et sur une période très courte, la panique s'installa. Les victimes avaient peu de points communs, sauf un. Comme l'avait remarqué une infirmière perspicace, elles avaient toutes consommé des capsules de Tylenol Extra Strength. Le tournant survint lorsque l'infirmière Ellen Jensen, la seule responsable de la santé publique à Arlington Heights, fut chargée d'enquêter sur les décès des Janus. Chez les Janus, elle fit une découverte cruciale. Un flacon de Tylenol avec un reçu montrant qu'il avait été acheté ce jour-là. Alarmant, 6 capsules manquaient dans le flacon. Consciente du lien possible entre les décès et le médicament, Hélène remit le flacon à l'enquêteur Nick Pichos. Agissant sur la suspicion du médecin légiste adjoint du comté de Cook, Nick Pichos ouvrit le flacon et détecta une légère odeur d'amande, un signe révélateur de cyanure, un poison bien connu. Le docteur Michael Schaffer, toxicologue en chef du comté, testa les capsules et confirma l'horreur. 4 des 44 capsules restantes contenaient près de 3 fois la dose létale de cyanure de potassium. Il fallait alerter le public. L'ensemble de la région métropolitaine de Chicago était en danger. Une conférence de presse fut organisée pour conseiller aux résidents de ne pas consommer de Tylenol. L'ampleur de la crise s'accrut rapidement lorsqu'on découvrit que le flacon utilisé par Mary Kellerman avait été inventorié par les ambulanciers et, comme celui des Janus, provenait du lot MC 2880. Johnson & Johnson, fabricant du Tylenol, émit immédiatement un rappel pour tout Tylenol provenant de ce lot. Mais bientôt, le cauchemar s'intensifia. Des flacons contaminés furent retrouvés dans d'autres lots, indiquant que l'empoisonnement n'était pas limité à un seul envoi. La panique s'étendit à travers le pays. Les étagères furent vidées de Tylenol et la peur s'installa dans les foyers américains. Dans les semaines suivantes, une lettre fut envoyée à Johnson & Johnson par James William Lewis, un résident de New York, revendiquant les empoisonnements et réclamant $1 million pour les arrêter. Lewis fut finalement reconnu coupable d'extorsion, mais pas des meurtres eux-mêmes. En avril 2025, personne n'a jamais été inculpé ou condamné pour les assassinats réels. Les meurtres de Tylenol à Chicago laissèrent 7 innocents morts, d'innombrables traumatisés et une nation entière bouleversée à jamais. La tragédie révéla une faille majeure dans la sécurité des médicaments en vente libre et entraîna de vastes réformes dans l'emballage des médicaments et les lois fédérales anti-sabotage. Les bouteilles scellées, les emballages inviolables et les étiquettes d'avertissement devinrent la norme dans l'industrie pharmaceutique.
Des décennies plus tard, l'affaire reste non résolue, son ombre planant toujours sur les familles des victimes qui cherchaient simplement à soulager leur douleur quotidienne, sans jamais imaginer que leur confiance dans un flacon familier de médicaments mènerait à leur mort prématurée. Sur un tronçon tranquille de la route US 33 dans l'Indiana, lors d'une soirée d'été en 1978, ce qui aurait dû être un simple contretemps se transforma en une tragédie horrifiante. 3 jeunes femmes, pleines de vie, de projets et de promesses, furent brièvement arrêtées sur le bord de la route. L'instant suivant, elles avaient disparu, victimes d'un accident que très peu de gens dans le monde auraient pu anticiper. La raison pour laquelle leur accident devint mortel allait plus tard mettre l'un des plus grands constructeurs automobiles américains sous le feu des critiques. Les sœurs Judy Ulrich, 18 ans, et Lynn Ulrich, 16 ans, ainsi que leur cousine Donna Ulrich, également 18 ans, conduisaient ensemble une Ford Pinto de 1973. Ce jour-là, Judy conduisait Lynn et Donna à un match de volley-ball sans se douter qu'un simple arrêt pour ajuster un bouchon de réservoir desserré les placerait directement en danger. À un moment de leur trajet, Judy avait garé la Pinto sur l'accotement de la US 33. Elle devait serrer le bouchon de carburant après avoir fait le plein, une tâche mineure qui n'aurait dû prendre que quelques instants. Mais dans ces quelques instants, alors que la voiture était immobile sur le bord de la route, le désastre survint. Sans avertissement, un grand van conduit par Robert Dugard, 21 ans, percuta l'arrière de leur Pinto. L'impact fut léger, mais ce qui aurait dû être une collision arrière survivable se transforma en catastrophe. Au moment de l'impact, le réservoir de carburant de la Pinto se rompit et commença à fuir. En un instant, l'essence prit feu, embrasant la petite voiture. Lynn et Donna n'avaient aucune chance. Prisonnières dans la voiture en flammes, les 2 jeunes femmes périrent dans l'incendie. Quant à Judy, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, le corps couvert de brûlures graves. 9 heures plus tard, elle succomba à ses blessures. La violence de l'explosion était choquante, mais les circonstances qui la provoquèrent allaient bientôt susciter une indignation encore plus grande. Les enquêtes se tournèrent rapidement vers la conception de la Pinto, en particulier le placement de son réservoir d'essence. Le réservoir était monté juste derrière l'essieu arrière et en dehors du cadre protecteur de la voiture, ce qui le rendait vulnérable lors des collisions arrière. Dès 1974, des rumeurs circulaient déjà à l'intérieur et à l'extérieur de Ford Motor Company, concernant des accidents enflammés impliquant la Pinto. Mais l'accident des Ulrich devint l'un des plus dévastateurs et scrutés publiquement. La tragédie prit une tournure encore plus cruelle l'année suivante. Les parents de Judy et Lynn Ulrich reçurent un avis de rappel de Ford. Mais il arriva trop tard. Leurs filles étaient déjà mortes. Ford avait longtemps nié connaître un défaut de conception sérieux sur la Pinto. Mais cette affirmation fut finalement démentie devant la justice. Des documents internes de Ford révélèrent que les dirigeants de l'entreprise étaient au courant depuis des années de la vulnérabilité du réservoir. Pire encore, des analyses coût-bénéfice menées par Ford suggéraient qu'il serait moins coûteux de régler d'éventuels procès que de redesign le réservoir ou d'améliorer la sécurité. Les conséquences de la tragédie des Ulrich et d'autres accidents enflammés similaires déclenchèrent une vague de procès contre Ford. L'indignation publique croissait à mesure que les preuves s'accumulaient, montrant que la société avait priorisé les profits sur les vies humaines. En 1978, sous une pression croissante et face à une enquête gouvernementale, Ford annonça un rappel massif de 1 500 000 véhicules Pinto. Le rappel concernait tous les modèles Pinto de 1971 à 1976, à l'exception des breaks, et incluait 30 000 Mercury Bobcat avec le même système de carburant. Le rappel faisait suite à un accord entre Ford et la National Highway Traffic Safety Administration qui se préparait à des auditions publiques après avoir déterminé l'existence d'un défaut de sécurité dans le système de carburant de la Pinto. Les auditions furent annulées après le rappel, mais les dommages à la réputation de Ford étaient déjà faits. La controverse Pinto devint un scandale emblématique dans l'histoire automobile américaine. Elle souleva des questions durables sur la responsabilité des entreprises, la sécurité des produits et la valeur de la vie humaine face au profit. La production de la Ford Pinto prit fin après le modèle 1980. Aujourd'hui, la Ford Pinto est souvent comparée au controversé Cybertruck, les 2 véhicules étant devenus des symboles des préoccupations en matière de sécurité et de la réaction du public. Pour les familles de Judy, Lynn et Donna Ulrich, la perte fut irréversible. L'avis de rappel arrivé dans leur boîte aux lettres fut un rappel obsédant de ce qui leur avait été enlevé et qu'une autre issue aurait pu être possible dans des circonstances légèrement différentes. Jill Analto pensait que sa petite fille serait en sécurité. Dans le confort de leur maison à Sonora, en Californie, la petite Kira Alexis Murphy jouait tranquillement dans son parc, tenant un jouet coloré fourni sans aucun avertissement. Mais ce qui semblait être un moment ordinaire dans la maison familiale allait bientôt se transformer en une tragédie inimaginable. Tout cela à cause d'un simple morceau de plastique apparemment innocent provenant d'une promotion populaire de fast-food. Kira, âgée de 13 mois, était la plus jeune des 3 filles de Jill. En tant que mère célibataire, Jill faisait de son mieux
lieu pour concilier la vie quotidienne et s'occuper de ses enfants, une fillette de 5 ans, une de 4 ans et la petite Kira, qui commençait à explorer le monde autour d'elle. Comme de nombreuses familles à travers les États-Unis à la fin de 1999, les Alto avaient participé à la promotion Pokémon de Burger King, une campagne marketing très populaire qui proposait 59 jouets différents logés dans des contenants plastiques colorés en forme de Pokéball. La promotion s'était terminée le 31 décembre 1999. Le matin du 11 décembre 1999, les fils de Jill jouaient. Kira était assise en sécurité dans son parc, entourée de jouets, dont la Pokéball rouge et blanche de Burger King. Convaincue que son bébé était en sécurité quelques minutes, Jill s'éloigna pour prendre une douche, prévoyant de nourrir et habiller Kira peu après. Mais pendant que Jill était absente, la tragédie se déroula silencieusement. Alors que Kira jouait, elle réussit à séparer la Pokéball en 2 moitiés. Par curiosité innocente, elle plaça la moitié rouge sur son visage. Personne n'aurait pu prévoir le défaut mortel du jouet. En inspirant, le morceau de plastique scella étroitement son nez et sa bouche, l'empêchant de respirer. La simple succion créée par sa respiration devint un piège dont elle ne pouvait s'échapper. Lorsque Jill sortit de la douche environ 20 minutes plus tard, la scène qui l'accueillit était le cauchemar de tout parent. Kira gisait inconsciente dans son parc, le plastique rouge recouvrant son petit nez et sa bouche. Jill réussit à retirer le morceau de Pokéball, mais il était trop tard. Sa fille avait suffoqué. Rien ne pouvait la ramener à la vie. Le cauchemar fut encore aggravé par le fait que les 2 autres filles de Kira avaient été témoins des conséquences. Après la mort de Kira, l'attention se tourna vers Burger King et les jouets Pokéball qui semblaient si inoffensifs. L'indignation publique grandit à mesure que les détails sur la gestion de la situation par l'entreprise émergeaient. Russ Rader, porte-parole de la Commission de sécurité des produits de consommation américaine, critiqua Burger King pour sa réponse. L'entreprise refusa initialement de rappeler les Pokéball ou même d'arrêter leur distribution, arguant qu'il n'avait pas encore été prouvé que le jouet était responsable de la mort de Kira. Cette position provoqua une condamnation générale, d'autant plus que l'emballage de chaque jouet indiquait clairement « testé pour la sécurité et recommandé aux enfants de tous âges ». Les régulateurs fédéraux pressèrent tard pour une action, mais Burger King hésita, alimentant encore davantage la colère du public. La tragédie accentua la controverse entourant ce qui avait été la campagne promotionnelle la plus ambitieuse de Burger King. Un investissement de 22 millions de dollars en partenariat avec Pokémon. Initialement célébrée pour avoir attiré de nombreuses familles dans ses restaurants, la campagne se transforma rapidement en cauchemar pour l'entreprise. Les clients étaient déjà frustrés par les fréquentes ruptures de stock et les longues files d'attente. Mais la mort de Kira apporta des défis juridiques, éthiques et financiers d'une toute autre ampleur. Puis, quelques jours avant Noël, un autre incident terrifiant survint. Le 23 décembre 1999, à Leavenworth, Kansas, une fillette de 18 mois échappa de justesse à la mort après avoir failli suffoquer sur un jouet Pokéball similaire. L'épreuve devenait impossible à ignorer. Les jouets furent rappelés, la campagne prit fin et la famille de Kira engagea une action en justice contre Burger King. La mort de Kira n'était pas une tragédie isolée. Elle constituait un avertissement dévastateur sur un défaut de conception mortel. Un avertissement qui coûta le prix ultime à la famille Alto. Le jouet qui semblait si innocent était devenu un symbole de perte, de chagrin et d'échec corporatif. Pour Jill, la vie ne serait plus jamais la même. Ce qui devait être un simple produit utile pour les jeunes parents, l'un des innombrables articles commercialisés pour faciliter la vie avec un nouveau-né, est devenu pour une famille de l'Oregon un exemple tragique de la manière dont un produit destiné au bébé peut s'avérer dangereusement défectueux. Derek Fowler, âgé de 6 jours, était le fils nouveau-né de Lisa Cochrane et Jared Fowler, un couple de Kaiser, Oregon. Comme beaucoup de jeunes parents, Lisa et Jared apprenaient à gérer la vie avec un nouveau-né. Les longues nuits, les tétés précoces, la joie et la fatigue qui accompagnaient chaque nouveau jour. Le 7 mai 2009, ils étaient sortis ensemble pour une sortie familiale au magasin Costco de Salem. Une journée ordinaire mais qui se terminerait dans le chagrin. Ce matin-là, Derek avait été agité. Lisa, tentant de le calmer, l'avait allaité 2 fois avant de quitter la maison. Pour le garder près d'elle pendant leur course, Lisa plaça son bébé dans un produit appelé le Sling Rider, un porte-bébé en tissu fabriqué par la société californienne Infantino. Le Sling Rider était conçu pour se porter en bandoulière sur la poitrine d'un parent, créant un espace en forme de poche où le bébé pouvait se reposer. Le concept était populaire parmi de nombreux parents qui croyaient que le baby wearing favorisait le lien et le confort. Mais malgré tous ces avantages supposés, le Sling Rider avait un côté sombre. Alors que Lisa portait Derek dans l'écharpe, elle et Jared parcouraient les allées de Costco, prenant des courses,
carottes, oranges, flocons d'avoine et d'autres essentiels. Le bébé resta silencieux tout au long des courses. À un moment, ils s'arrêtèrent même à la cafétéria pour manger des hot dogs. Jerid et Lisa supposèrent que leur fils dormait paisiblement. Mais sous le tissu doux de l'écharpe, une tragédie silencieuse était déjà en train de se dérouler. Lisa et Jerid n'avaient aucun avertissement, aucun signe que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce qu'ils atteignent leur van sur le parking. C'est alors que Jerid remarqua quelque chose d'horrible. La couleur de Derek n'était pas normale. Ils retirèrent leur bébé du sling et découvrirent que son petit dos était devenu bleu et qu'il ne respirait plus. Jerid tenta immédiatement de sauver son fils, effectuant un massage cardiaque dans une tentative désespérée de le ranimer. Mais il était trop tard. Derek Fowler, âgé de seulement 6 jours, était parti. Le design du Sling Rider créait des conditions que les experts avertiraient plus tard en détail. Les nourrissons pouvaient se retrouver dans une position où leur menton se recourbait vers la poitrine, obstruant les voies respiratoires, ou avoir leur visage pressé contre le tissu ou le corps du porteur, empêchant la respiration. Dans le cas de Derek, le rapport du médecin légiste de l'État conclura plus tard qu'il était mort d'asphyxie par compression. À la suite de la tragédie, Lisa Cochrane a intenté un procès contre Infantino, le fabricant du Sling Rider, ainsi que contre la société qui avait vendu le produit. Les rapports ont révélé que Derek n'était pas le premier bébé à mourir dans un sling comme le Sling Rider. En fait, au cours des 11 années précédentes, au moins 7 nourrissons étaient morts et 37 autres avaient été gravement blessés alors qu'ils étaient portés dans des écharpes en tissu fabriquées par Infantino et d'autres entreprises. Don Mays, responsable de la sécurité des produits pour Consumer Reports, exprima de sérieuses préoccupations concernant les écharpes de type sac comme le Sling Rider. Il expliqua que ces conceptions cachaient souvent le bébé à la vue des parents, les empêchant de remarquer des signes d'alerte comme une respiration laborieuse ou une mauvaise position. Mays avait rédigé un rapport sur les dangers du Sling Rider quelques mois seulement avant la mort de Derek. Les experts et les défenseurs de la sécurité avertissaient que les nourrissons pouvaient suffoquer dans ces écharpes si leur tête se penchait en avant ou était pressée contre le tissu. En conséquence, plus d'1 million d'écharpes pour bébés furent rappelées. La mort de Derek, tragique et évitable, devint un exemple dévastateur de ces dangers. Un douloureux rappel que même les produits destinés aux vies les plus petites et les plus vulnérables peuvent comporter des risques cachés et mortels. La douce joie de l'enfance s'est transformée en tragédie en un instant, alors qu'une petite fille savourait une confiserie mondialement connue. Mais comment une friandise peut-elle devenir si dangereuse? La fillette de 3 ans, dont le nom n'a pas été rendu public, se trouvait dans la région de Saint-Guélix-le-Château, dans le sud-ouest de la France, lorsque le drame s'est produit. Elle était en visite avec sa mère et, comme beaucoup d'enfants de son âge, était ravie de déguster un œuf Kinder Surprise, cette célèbre friandise au chocolat connue dans le monde entier pour le petit jouet caché à l'intérieur. Ce jour-là, alors qu'elle était à Toulouse avec sa mère, la petite fille parvint à accéder au jouet dissimulé dans l'œuf en chocolat. Selon les rapports, il s'agissait d'un petit jouet à roulettes, le type que l'on retrouve dans de nombreux produits Kinder Surprise. Tragiquement, le jouet, ou une de ses pièces, se détacha. Dans un bref moment terrifiant, la fillette porta la petite roue en plastique à sa bouche, tentant de la manger. La pièce se logea dans sa gorge, obstruant ses voies respiratoires. La panique s'empara rapidement de tous alors que l'enfant peinait à respirer. Sa mère et sa famille réagirent avec horreur, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour la sauver. Le grand-père arriva rapidement sur les lieux et parvint à extraire l'objet de sa gorge. Mais le mal était déjà fait. La petite fille avait perdu connaissance et était tombée dans le coma. Les pompiers réussirent à la réanimer sur place, donnant un mince espoir à sa famille dévastée. Elle fut transportée d'urgence dans un hôpital de Toulouse. Mais malgré les efforts des secours, la fillette avait subi de graves lésions cérébrales dues au manque d'oxygène. Après plusieurs jours dans le coma, elle décéda le samedi soir, entourée de sa famille en deuil. L'autopsie confirma plus tard la cause tragique du décès, asphyxie mécanique due à l'obstruction des voies respiratoires. L'affaire suscita rapidement une attention internationale et raviva les inquiétudes concernant la sécurité des jouets à l'intérieur des œufs Kinder Surprise. Bien que cette friandise soit adorée par les enfants du monde entier, elle a depuis longtemps été critiquée par les experts en sécurité à cause des petites pièces détachables cachées à l'intérieur. En réalité, les œufs Kinder Surprise sont interdits depuis des années aux États-Unis en raison du risque d'étouffement lié aux jouets dissimulés dans les aliments. À la suite de la tragédie, le parquet français a ouvert une enquête complète afin de déterminer si le jouet ayant provoqué la mort de la fillette provenait effectivement d'un œuf Kinder Surprise. L'enquête visait à savoir s'il y avait eu un défaut de fabrication ou si le jouet avait été utilisé d'une manière contraire à sa destination initiale. En réponse, Ferrero, la société italienne derrière Kinder Surprise, a exprimé sa profonde tristesse face à l'incident. Dans un communiqué, l'entreprise a présenté ses sincères condoléances à la famille de la fillette et s'est engagée à coopérer pleinement avec les enquêteurs. Ferrero a souligné que la sécurité de ses consommateurs, en particulier celle des enfants, restait sa priorité numéro 1, précisant que ces produits sont testés au-delà des exigences réglementaires. Pourtant, pour cette famille en France, aucune enquête ni aucun message de condoléances ne pourrait jamais effacer ce qui s'était passé. La perte d'une petite fille joyeuse dont la vie s'est terminée bien trop tôt.